Radio J. Et dans l'air du temps, c'est une rencontre que nous vous proposons ce matin. Et c'est une idée de Francine Shapiro qui est à mes côtés. Francine Shapiro, journaliste spécialisée dans l'art. Bonjour Francine. Bonjour Léa. Alors, très belle idée. Une rencontre avec une amoureuse de l'art contemporain. Elle est également mécène. Elle est née au Brésil, à Sao Paulo, issue d'une famille juive hongroise. Et puis après des études de philosophie et de cinéma, elle plonge la tête la première, j'allais dire, dans ce milieu artistique en s'exprimant elle-même avec des vidéos, des happenings ou d'autres éléments encore. Et puis la France l'attire. La France l'attire il y a une trentaine d'années, elle va nous le dire dans un instant. Et là, elle devient mécène, philanthrope. Elle va aider aujourd'hui figure respectée du milieu artistique. Il s'agit de Sandra Aiguedus. Bonjour Sandra. Bonjour Léa. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio J. Francine, il y a quelques semaines, m'avait parlé de vous et surtout de votre actualité. Vous avez fait la une des magazines d'art contemporain. Coup de tonnerre. On a titré Coup de tonnerre dans le milieu de l'art. En effet, depuis 15 ans, vous étiez philanthrope, en tout cas au conseil d'administration du Palais de Tokyo. Ce magnifique lieu, cet écrin splendide pour l'art contemporain. Et puis, vous avez décidé de jeter l'éponge, si j'ose dire, de les quitter. Vous avez démissionné, vous avez envoyé une lettre en expliquant votre geste. Est-ce que vous pourriez nous dire et nous expliquer avec vos mots votre décision ? Oui, bien sûr. Depuis 15 ans, je finance 2-3 expos par an au Palais de Tokyo avec Samart Projects, qui est mon projet pour l'art contemporain. J'ai créé un prix pour l'art contemporain, donc j'ai travaillé avec plusieurs directeurs. Il s'avère qu'en ces moments, avec la direction actuelle, j'ai compris qu'il y avait un dysfonctionnement. J'ai pu voir une exposition qui pour moi pose problème, car au mur de ces centres d'art financés par l'État français, il y avait des appels au meurtre, des appels à l'éradication totale de l'État d'Israël, des appels au djihad. Tout simplement. Tout simplement. Et dans un déni total de la direction. Alors, il faut dire que j'ai écrit à la direction bien avant, en écrivant sur leur page Instagram, qui je connais les directeurs, bien évidemment, qui j'ai parlé au président du conseil d'administration des Amis du Palais de Tokyo, qui ne m'a proposé ni une écoute ni une solution. Au contraire, il m'a indiqué qu'il fallait que je fasse ma lettre de démission. J'ai trouvé ça étrange quand on signale un dysfonctionnement au sein d'une institution. La première réaction serait d'appeler une réunion, discuter et essayer de trouver une solution. Ni solution, ni écoute. Alors, j'ai fait ma lettre de démission, mais ma lettre de démission était, comme j'ai la pensée, un peu dure, en disant « Je dénonce quelque chose de très grave, c'est de l'antisémitisme au sein de l'institution, et ceux qui choisissent de regarder des côtés et pas confronter les problèmes sont pour moi des collabos. » Comment vous expliquez le fait qu'on n'ait même pas voulu vous parler? Parce que vous êtes quand même, vous étiez à un socle de ce palais de Tokyo. Donc, on aurait pu imaginer qu'ils auraient mis les formes, qu'ils auraient essayé de vous retenir. Même sur le plan financier. Francine, oui. Ouais. Alors, la rupture existait déjà avec les palais de Tokyo avant. Donc, mais ça, c'était convenu avec les directeurs qu'on n'allait pas continuer notre collaboration. Mais là, il s'agit d'autre chose. J'ai continué à être mécène au sein des Amis du Palais de Tokyo, dont je faisais partie du conseil d'administration. Et non, il n'y a eu aucun mouvement pour me retenir, pour essayer de trouver une solution en dialogue. C'était « Sandra, tu peux faire ta lettre de démission ». Voilà. Pour pas faire du bruit.
Vaut pas de mieux pas faire du vagues. bruit. On va pas regarder tout ça. C'est juste une exposition. Pour moi, quand on affiche hors contexte une exposition partisane avec une vision unilatérale dans un moment des guerres, je trouve ça très grave et ça cautionne certaines choses. Je peux pas être complice de ça. Bien sûr. Avec Francine, nous avions proposé une émission, Francine, sur le fait que depuis le 7 octobre, il y a des dérives dans ce monde de l'art. Est-ce que vous pourriez en parler un peu, Francine? Bien, écoutez, je crois, même au niveau de la galerie, de ma galerie, on a eu, je l'ai raconté à Sandra aussi, des réactions qui font que on ne peut pas, on ne nous laisse pas afficher nos idées, notre identité, sans être agressé. Et on se dit, c'est très grave parce que c'est la fin de la liberté d'expression. Et je ne suis pas la seule. Je sais que beaucoup de confrères, de consoeurs souffrent de ça. Et il y a aussi le monde des artistes qui est complètement déchiré, qui est complètement fracturé. On a l'impression vraiment que la guerre s'importe en France, mais avec comme point de jonction, comme nœud, comme motivation, l'antisémitisme qui rejoint l'antisionisme. Sandra, vous qui êtes au cœur de ce milieu, de ce monde de l'art contemporain et de l'art, vous êtes une amoureuse, je le disais en début d'émission. Vous pouvez nous expliquer quelle est la mission d'une œuvre d'art et son lien avec le politique. Est-ce qu'une œuvre d'art a pour rôle de dénoncer une situation politique? Et dans ce cadre-là, effectivement, la frontière peut être très ténue, très fine entre une dénonciation simple de ce que l'on ressent et puis une propagande, par exemple. Absolument. L'art a toujours côtoyé la politique, c'est normal. On prend Picasso, on prend Guernica. C'est un exemple parfait d'une œuvre d'art magnifique qui dénonce quelque chose. Nous sommes d'accord. Et ça, c'est depuis toujours. Et c'est normal. Or, dans cette exposition dont je vous parle au Palais Tokyo, il ne s'agit pas d'art. Il n'y a pas une seule œuvre d'art dans l'exposition. Il s'agit d'une expo des propagandes pures, des pages polycopiées, des affiches, des photos. À la limite, si on la met dans un certain contexte, elle pourrait avoir lieu à la Bibliothèque nationale, par exemple. Mais pas dans un centre d'art. Il ne s'agit pas d'art, il s'agit des pures propagandes avec, encore une fois, une vision partisane, unilatérale. Oui, on est bien d'accord que à la limite, elle pourrait figurer au mémorial de la Shoah pour expliquer, avec cette contextualisation, les raisons même de l'antisémitisme lié à l'antisionisme. Absolument. Alors, à la limite, on aurait pu imaginer des artistes palestiniens montrer leurs œuvres au Palais de Tokyo. Ce n'est pas contre ça que vous vous battez. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et personne ici, je pense, est contre des Palestiniens. On est contre personne. On est contre l'antisémitisme. Et contre la censure, finalement, et contre la liberté d'expression, qui, par un retournement de situation, est revendiquée par ceux qui organisent de telles expositions de propagande. Absolument, car en réaction à ma lettre de démission, et encore une fois, et j'ai bien dit au directeur du Palais de Tokyo, Guillaume Desanges, qu'il avait les droits de faire les expos qu'il voulait, mais avec les conséquences qui allaient venir, c'est-à-dire que je ne censure pas son expo, mais je ne veux plus être liée à cette institution. Et donc, la liberté, elle va des deux côtés. Il a sa liberté de faire les expos qu'il veut, et moi, j'ai la liberté de m'en aller. Mais ils ont fait une pétition contre moi, comme si j'étais en train de censurer la liberté des centres d'art, signée par des milliers de personnes, et ça prouve, donc cette pétition est encore une preuve de ce qu'on appelle l'accusation renversée. Absolument. Quand on dénonce quelque chose,
on s'est fait accuser. C'est la manipulation. Absolument. C'est-à-dire qu'on vous a empêché finalement, en vous accusant, on vous a empêché de dénoncer une propagande antisémite, raciste, et qui justement veut une séparation entre les gens. Sandra, est-ce que vous avez noté que cette orientation woke et pro-palestinienne s'est développée à partir du 7 octobre, ou bien vous l'avez noté déjà dans les années passées, une petite tendance? Alors, la tendance, pour moi, c'est retour à un antisémitisme un peu décomplexé vient du moment du Covid. Oui. Ça a commencé à ce moment-là, il y a eu les Covid, il y a eu Sheikh Jarrah, et ça a commencé à monter, et comme dans tout moment compliqué, il y a eu les gilets jaunes, les Covid. C'est la faute des Juifs. C'est ça. Et il y a eu beaucoup des choses. Et j'ai commencé à parler de judaïsme dans mon compte Instagram, qui est très suivi. Compte Instagram qui était dédié surtout à l'art et à la culture. Et j'ai commencé à parler de judaïsme et à parler d'Israël des façons très solaires et naturelles. En disant, on aime l'art, on a une vie dans l'art, et on est juif, et tout ça va très bien ensemble. Ouais. Et les réactions? Et les réactions étaient très partagées, mais les choses se sont vraiment compliquées après les 7 octobre. Vraiment, alors là, c'était l'explosion. Des menaces des morts, toutes sortes de choses comme ça. Vous qui voyagez aussi beaucoup dans le monde, c'est la même chose? Est-ce que c'est une situation comparable au Brésil, que vous connaissez bien, ou aux États-Unis? Alors, après les 7 octobre, au Brésil, j'ai grandi au Brésil, malgré que je suis en France depuis 30 ans. J'ai jamais ressenti d'antisémitisme au Brésil. Sauf avec le nouveau président élu, Lula, qui a importé les conflits là-bas, conflits qui n'existaient pas. Un peu sur le mode de LFI qui l'importe en France. Absolument, et comme Chavez au Venezuela, ou comme au Chili en ces moments. C'est-à-dire que la gauche, l'extrême gauche, s'est alliée avec l'Iran ou d'autres, Qatar par exemple, et c'est très inquiétant. Oui, ce problème que vous soulevez de l'islamo-gauchiste, l'extrême gauche, islamo-gauchisme, on le voit aussi importé en Europe. Là, en ce moment, il y a de gros problèmes en Belgique. Et dans le milieu de l'art, Francine? Alors, c'est une question que vous pourriez poser à Sandra. Bien sûr, dans le milieu de l'art. Oui. C'est totalement gangréné. Qui s'exprime comme ça s'exprime en Qui s'exprime en invitant, par exemple, au Centre Pompidou, il y a eu, ils ont trouvé intéressant d'inviter Judith Butler à parler au Centre Pompidou. Quand on cautionne les discours de Judith Butler dans un centre comme les Centres Pompidou, c'est très grave pour moi. Ça a été empêché in extremis par un groupe des amis, des mécènes du Centre Pompidou qui ont écrit au président Laurent Lebon et qui, du coup, ils ont empêché ça d'avoir lieu. Mais à l'intérieur du Centre Pompidou, ils ont invité Judith Butler. Et que dire des artistes israéliens? Est-ce que eux aussi sont censurés, sont refusés dans les galeries, dans les expos, dans les musées? Absolument. Absolument. Depuis le 7 octobre? Non, depuis bien plus longtemps, parce qu'il y a les mouvements BDS, bien évidemment, et on connaît très bien à chaque fois qu'on va voir Betcheva à Paris, il y a un attroupement des vents, que ça soit Chaillot ou à l'Opéra de Paris, des BDS qui parfois envahissent la scène et qui empêchent le spectacle de se passer. N'a pas pu faire Ils ont décidé de ne pas faire leur tournée pour ces raisons-là, parce que dans le contexte de la guerre, déjà c'était compliqué avant,
Donc, pour leur propre sécurité, c'était impossible. Comment alors vous avez réagi, vous avez démissionné, mais que faire? Qu'est-ce qu'on peut entreprendre pour lutter contre ce type de comportement? Alors, bon, je me sens bien seule. Malheureusement, j'étais la seule à avoir dit haut et fort ce qui, des centaines de milliers des personnes pensent tout bas, ce qu'on appelle la majorité silencieuse. J'ai eu des milliers de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont appelé, etc. Pour vous soutenir? Pour me soutenir, mais des gens, des gens qu'on connaît, mais qui ont peur de s'exprimer. Des artistes en général. Des galéristes, des directeurs d'établissements, et parmi les mécènes comme vous, qui seraient d'origine juive ou pas d'ailleurs, mais qui sont contre cette propagande woke, est-ce que vous avez vu comment dirais-je, des comportements ou des réactions comme les vôtres? Est-ce que vous avez senti qu'on se battait aussi pour lutter? Très peu. Très peu. Mais encore une fois, se battre contre l'antisémitisme, c'est pas une affaire des Juifs. Hein. C'est une affaire de notre société. Et moi, personnellement, je pense qu'il s'agit d'une guerre des civilisations et il faut se réveiller parce que notre civilisation occidentale est sous attaque. Les Juifs sont les premiers, comme d'habitude, mais parce que c'est les socles de ce qu'on appelle la civilisation judéo-chrétienne. Mais après, ça continue. Est-ce que vous avez des projets, Sandra Aiguedus, vous êtes avec nous depuis une petite vingtaine de minutes. Vous nous parlez de votre réaction face à cette orientation, tendance wokisme pro-palestinienne du Palais de Tokyo que vous avez quitté. Est-ce qu'aujourd'hui, Sandra, vous avez des projets peut-être vers Israël ou vers d'autres domaines pour aussi peut-être lutter contre cet antisémitisme? J'ai continué à faire ce que je fais. Je ne vais jamais m'arrêter. C'est-à-dire soutenir. Là, j'ai 3 expositions en octobre. Bon, toujours au Palais de Tokyo, les prix Sam pour l'art contemporain, qui est mon prix, qui a récompensé Julien Charrière. L'exposition est maintenue pour pas que l'artiste soit voilà. défavorisé. Absolument, c'est un grand artiste et ça va être une très belle expo. En décembre, j'ai fait une expo du prix Sam Villarson à Montrouge et puis les prix Sam pour l'art contemporain Alice Anderson, qu'on va faire l'expo en 2025. Donc tout ça, c'est en cours. J'ai actuellement Admin Oliti en résidence. C'est une artiste argentine et qui fait un grand projet d'art public au Havre en ces moments même, pour un été au Havre. Donc tout ça, c'est en cours et c'est des beaux projets. Et les soutiens continuent. Et bien évidemment, mon lien avec Israël qui est les seuls endroits, parce que les Européens n'ont pas su et ne savent toujours pas protéger les Juifs, les pays arabes non plus. À fin de compte, les seuls qui peuvent protéger les Juifs, c'est les Juifs eux-mêmes. Donc, Ah oui. Alors avec Israël peut-être dans quelques temps, quelques années. Alors puisque vous êtes, on le disait, cette figure respectée du milieu de l'art contemporain, peut-être quelques questions sur l'art lui-même. L'art contemporain lui-même, c'est parfois pour les novices, c'est difficilement abordable. On peut aimer les grands classiques, évidemment. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi l'art contemporain peut apporter autant de beauté que les grands classiques qu'on aime tous en général? Alors, il faut savoir que les grands classiques étaient de l'art contemporain. L'art à contemporain, leur époque, oui. Voilà. L'art contemporain ne veut dire que l'art de notre temps. C'est ça. L'art Donc, je pensais à l'abstrait, je pensais à parfois des œuvres qui sont... Vous voyez ce que je veux dire dans le fait que c'est pas mais abordable. l'abstrait, hier j'étais à la galerie des Francines. Oui. Tout cet art,
tout art est contemporain de son époque. Donc, quand les impressionnistes sont arrivés, quand Van Gogh est arrivé, c'était affreux pour les gens de l'époque. Donc, c'est toujours compliqué. Ça prend un petit moment de digestion. Les artistes, ils ont des antennes, ils voient les choses avant. C'est bien dit. Mais c'est vrai. Oui. Et après, les gens qui sont confrontés à un langage nouveau doivent s'habituer. Et après, ça devient ce qu'on appelle classique, mais en fait, ça n'avait rien de classique au moment de sa création. Oui. Et tout l'art, tout votre art à vous, c'est de reconnaître parmi les nouveaux artistes ceux qui ont de l'avenir ou qui lancent une tendance, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Mais donc, enfin, l'art n'est pas une mode. L'art est une expression humaine. Ah, donc le mot tendance, c'est pas bon. Non, parce que c'est un vocabulaire qui est emprunté à la mode. Et la mode, par essence, se démode. Oui. Donc, l'art, c'est au contraire une expression, un cri, peut-être, je ne sais pas, un cri humain par rapport à la société dans laquelle les artistes, nous vivons. C'est une façon de communiquer, comme le font les écrivains avec leurs mots, comme le font les acteurs sur la scène. Et je pense que s'il y a une lutte à faire dans le monde, c'est par le biais de la communication. Et l'art joue un très grand rôle. La beauté, c'est relatif, parce que qu'est-ce que la beauté ? C'est dans l'œil du spectateur. Ce qu'on recherche, c'est pas la beauté, c'est l'émotion, être touché, c'est un message. Néanmoins, Sandra, c'est une vision, je pense. C'est une vision, c'est-à-dire que les artistes, ils voient déjà ce qu'on n'a pas vu encore. Ils sont en avance sur nous. Toujours, ils sont en avance et ils voient ce qu'on ne voit pas. Et ils ont cette vision. Et pour savoir l'apprécier, c'est une éducation aussi. J'imagine qu'il faut aller dans les galeries, il faut aller dans les musées, même si ça nous choque, même si ça ne nous plaît pas de prime Mais ça abord. fait partie des pas aimés. Pas aimer, c'est une réaction. Être choqué, c'est une réaction. Et parfois, cette réaction, c'est exactement ce qu'ils veulent les artistes. Ils veulent qu'on soit choqué parce qu'ils veulent dénoncer quelque chose. Et là revient l'histoire avec la politique. Parfois, l'art va être très dur à voir, mais c'est fait pour être dur à voir. Quand on va à Guernica, on revient, c'est très dur à voir. Et la différence, pour en revenir à ce que nous disions au début, entre la propagande et l'exposition, c'est là où se situe la frontière. Parce que ce n'est pas ce que vous dénoncez, Sandra, c'est l'absence de démarche artistique, en fait. Exactement. Pas de démarche artistique, pas des contextualisations et avec une vision partisane. Mesdames, merci infiniment pour ces belles paroles, pour ces leçons sur l'art. Merci Sandra Hagedus d'être venue nous voir. Merci Francine pour ces belles idées d'émission. Et à très bientôt sur Radio J. Au revoir.